Vous ouvrez les yeux, le jour commence, autour de vous des objets dispersés, une pile de vêtements, de la poussière sur les étagères, des assiettes dans l'évier, rien de catastrophique, juste un désordre silencieux. Mais ce désordre n'est pas seulement physique, il porte en lui une forme de fatigue intérieure, une lassitude qu'on ne sait pas nommer. Pourquoi est-ce si difficile de ranger, de nettoyer, de remettre de l'ordre? Carl Jung, le père de la psychologie analytique, aurait peu être répondu. Ce que tu refuses de voir à l'extérieur, c'est ce que tu refuses de regarder en toi. Et si ta maison était le reflet direct de ton monde intérieur, ce n'est pas une simple coïncidence. L'espace que nous habitons devient souvent le miroir de ce que nous portons, en silence, dans l'ombre. Une pièce en désordre peut contenir une tristesse jamais nommée. Un évier jamais vidé peut cacher une colère rentrée. Une pile de papier peut symboliser des décisions reportées depuis trop longtemps. Il ne s'agit pas ici de blâmer, mais de comprendre. Jung nous invitait à observer les symboles, à écouter ce que notre inconscient tente de nous dire à travers le langage du quotidien. Et parfois, ce langage se manifeste dans le plus banal. Une chaise couverte de vêtements, une table que l'on évite de débarrasser, un sol que l'on repousse à balayer. Alors, avant de juger ce que vous voyez autour de vous, posez-vous une seule question sincère. Et si votre maison parlait à votre place, que dirait-elle de vous? Une maison, au premier regard, semble être un simple assemblage de murs, d'objets, de fonctions, un toit pour se protéger, une cuisine pour se nourrir, un lit pour se reposer. Mais à y regarder de plus près, c'est bien plus que cela. Chaque espace que nous habitons devient une projection symbolique de notre monde intérieur. Ce n'est pas un hasard si certaines pièces restent sombres, si d'autres sont encombrées, si certaines portes restent fermées pendant des mois. Tout parle, tout signifie. Carl Jung affirmait que l'extérieur n'est jamais totalement extérieur. Ce que nous vivons à l'intérieur de nous, peur, désir, conflit, souvenirs refoulés, trouve souvent un chemin d'expression dans le monde matériel, sans même que nous en soyons conscients. Un salon froid et impersonnel peut trahir une peur de l'intimité. Une chambre toujours encombrée peut parler d'un sommeil agité ou d'une vie émotionnelle désorganisée. Une salle de bain négligée peut refléter un rejet subtil du soin de soi. Chaque coin oublié, chaque objet déplacé, chaque choix décoratif contient en lui une part de notre psyché. La maison devient alors un terrain symbolique, un miroir qui ne ment pas. Et si vous marchiez dans votre maison comme un explorateur de votre propre inconscient, que découvririez-vous? Le foyer cesse alors d'être un simple abri. Il devient le théâtre de l'âme, le lieu où l'invisible cherche à se rendre visible. Il ne s'agit pas de superstition ou d'ésotérisme vide, mais de cette vérité profonde que Jung nous a laissée. Ce que tu ne rends pas conscient te reviendra sous forme de destin. Et parfois, ce destin prend la forme d'un désordre auquel on ne prête plus attention, mais qui raconte, à sa manière, ce que l'on n'a pas encore osé mettre en ordre en soi. On croit souvent que le désordre est une simple question de paresse, de manque de temps, de désorganisation. On se juge durement. Je suis nul, je n'y arrive pas. Mais si cette incapacité à mettre de l'ordre n'était pas un défaut, mais un message, Carl Jung nous apprend que l'inconscient parle une langue à part. Il ne crie pas, il ne discute pas avec des mots. Il murmure à travers les symboles, les rêves, les lapsus, les maladies, et aussi à travers les choses ordinaires. Le désordre est l'une de ces formes d'expression les plus courantes, mais aussi les moins écoutées. Regardez autour de vous, les piles de papier non triés, les vêtements que vous repoussez à plier, les objets sans place. Ce n'est peu être pas juste du chaos.
C'est une conversation silencieuse entre votre ego, la partie consciente de vous, et votre ombre, ce réservoir obscur de tout ce que vous avez refoulé, oublié, rejeté. Le désordre devient alors une forme de résistance, une manière pour la psyché de dire « je suis saturé, je ne peux pas encore faire de l'ordre, car en moi quelque chose est encore confus ». Il est fréquent de procrastiner lorsque ce que l'on évite touche à une émotion enfouie. Ranger une pièce peut réveiller une mémoire douloureuse. Nettoyer un tiroir peut faire remonter à la surface des fragments de soi qu'on n'est pas prêt à affronter. Ce n'est donc pas de la paresse, c'est un mécanisme de protection. Et si au lieu de se juger, on écoutait, et si chaque recoin désordonné était en réalité un lieu de dialogue avec une partie de vous qui demande attention, non pas autorité, le désordre, dans cette perspective, n'est plus une erreur à corriger, c'est une langue à déchiffrer. Pourquoi est-il si difficile parfois de simplement ranger une pièce? On sait ce qu'on devrait faire, on a le temps, mais le corps reste lourd, l'envie ne vient pas. On repousse, encore et encore. Dans la vision de Jung, cela n'a rien de banal. Résister à l'ordre, ce n'est pas seulement résister à une tâche, c'est éviter une rencontre intérieure. Car remettre de l'ordre à l'extérieur, c'est potentiellement mettre en lumière ce qu'on s'efforce de maintenir dans l'ombre. Ranger, nettoyer, c'est voir, et voir, c'est risquer de ressentir. Lorsque nous faisons face à une pièce en désordre, nous faisons face à nous-mêmes, à ce que nous avons laissé s'accumuler, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Chaque objet déplacé est une décision. Chaque recoin nettoyé peut réveiller un souvenir. L'acte est simple, mais son poids symbolique est immense. Alors parfois, on résiste, pas par négligence, pas par fainéantise, mais parce qu'on ne se sent pas prêt à affronter ce que l'ordre pourrait révéler. Cette résistance peut aussi être une stratégie inconsciente pour éviter le changement. L'ordre crée de la clarté, et la clarté exige des choix, des renoncements, des départs. Tant que tout est flou, rien ne nous oblige à avancer. Mais fuir l'ordre, c'est aussi fuir une partie de soi, celle qui aspire à la paix, à la cohérence, à l'alignement. Et si votre difficulté à faire le ménage n'était qu'une manière de garder à distance la vérité que vous portez en vous, dans la pensée jungienne, le but de la vie psychique n'est pas d'être parfait, mais d'être entier. Ce processus d'unification intérieure, Jung l'appelait l'individuation. C'est le chemin par lequel l'individu devient pleinement lui-même, en intégrant ses opposés, lumière et ombre, conscient et inconscient, passé et devenir. Mais ce grand mot, individuation, peut sembler lointain, abstrait, presque mystique, et pourtant, il commence dans les gestes les plus simples. Il commence parfois par un balai, une éponge, une étagère qu'on vide enfin, mais ce n'est pas tout, car chaque acte d'ordre extérieur peut devenir un rituel d'intégration intérieure. Quand vous décidez de ranger un tiroir, vous ne faites pas que déplacer des objets. Vous faites face à des fragments de votre histoire. Vous choisissez ce qui reste et ce qui part. Vous hiérarchisez, vous libérez, vous transformez. C'est un acte de conscience. Et lorsque cet acte est fait avec attention, avec intention, il devient un rite de passage, une manière de dire à votre psyché « Je suis prêt à faire de la place en moi. Je suis prêt à voir ce que j'ai évité, à guérir ce que j'ai refoulé. » Même les tâches les plus ordinaires, passer l'aspirateur, laver les vitres, plier les draps, peuvent devenir des gestes symboliques puissants si vous les vivez comme des mouvements de votre être profond. Rien n'est petit quand on vit avec conscience. L'individuation ne se vit pas uniquement en thérapie,
en méditation ou dans les grandes décisions de vie. Elle se joue aussi, et peut être surtout, dans le silence du quotidien, là où vous êtes seul, face à vous-même, dans votre foyer. Il y a des jours où l'idée même de ranger sa maison provoque une résistance viscérale, une sorte de refus silencieux, presque enfantin. Non, je ne veux pas, je ne vais pas. Et si cette inertie n'était pas de la fatigue, mais une rébellion inconsciente? Carl Jung aurait dit, lorsque l'ordre devient une injonction, il cesse d'être libérateur, il devient un poids, et la psyché, fidèle à sa nature, se défend. Ne pas ranger, ne pas nettoyer, ne pas se soumettre à la pression de l'ordre, peut être une manière symbolique de dire non à une autorité intériorisée. Peut être celle d'un parent strict, d'une société exigeante, d'un passé qui vous a toujours demandé de faire plus, d'être mieux, d'effacer vos émotions pour plaire. Alors la désobéissance prend la forme la plus discrète qui soit, le désordre. On ne crie pas, on ne frappe pas du poing sur la table, mais on laisse s'accumuler la poussière. On ignore volontairement le chaos grandissant, on résiste dans le silence. C'est un acte de réappropriation. L'inconscient dit « Ici, c'est mon espace, et je n'ai de compte à rendre à personne. » Mais cette liberté est ambiguë, car si elle vous protège de l'oppression, elle peut aussi vous emprisonner dans une forme de stagnation. La rébellion finit par se retourner contre soi. Ce qui devait être un espace de liberté devient un lieu où l'on ne respire plus, où l'on se perd. Reconnaître cette rébellion, c'est déjà un pas vers la guérison. Non pour s'y soumettre, mais pour l'honorer, pour écouter ce que cette part de vous veut protéger, et lui dire « Tu peux poser les armes. L'ordre que je choisis maintenant n'est plus une punition, c'est un soin. Vous entrez dans une pièce, il y a cette boîte que vous n'avez jamais ouverte, ces vêtements que vous ne portez plus, ces souvenirs d'un autre temps, soigneusement rangés, mais jamais regardés. Pourquoi gardons-nous tant de choses? Pourquoi est-il si douloureux de se séparer d'un objet, même banal, même inutile? Jung nous dirait, les objets que nous refusons d'abandonner ne sont pas que matériels. Ils sont les témoins silencieux de nos identités passées, de nos attachements, de nos blessures. Chaque chose que l'on garde est un symbole, une extension psychique de ce que l'on n'arrive pas encore à laisser derrière soi. Un vieux pull peut représenter un amour perdu. Une pile de livres jamais lus peut incarner les rêves abandonnés. Un meuble hérité d'un parent décédé peut être une façon de ne pas faire le deuil. Et plus nous avons peur du vide, vide intérieur, vide existentiel, plus nous remplissons notre maison d'objets. L'accumulation devient alors une armure, une manière de ne pas ressentir l'absence, de ne pas faire face à l'impermanence, de garder l'illusion du contrôle. Mais vient un moment où cette armure nous étouffe, et c'est là que commence le travail symbolique, se demander, avec douceur et sincérité, pourquoi je garde cela? Que représente-t-il en moi? Ne jetez pas sans conscience, ne rangez pas mécaniquement, mais interrogez chaque objet comme un messager. Le détachement matériel devient alors un rite de passage. Il ne s'agit pas de minimalisme pour être à la mode. Il s'agit de vous libérer de ce qui ne vous appartient plus. Et parfois, poser un objet dans une boîte, le remercier, puis s'en séparer, c'est comme libérer une ancienne version de vous-même. On croit souvent que nettoyer est une tâche banale, un acte fonctionnel, une nécessité parmi d'autres. Mais certaines cultures et certaines sagesses intérieures savent depuis longtemps que nettoyer, c'est purifier. Carl Jung, bien qu'homme de science, avait une conscience profonde du sacré. Il comprenait que derrière chaque action se cache un archétype, une force symbolique vivante. Et dans l'acte de nettoyer,
il n'y a bien plus qu'un simple mouvement. Quand vous ouvrez les fenêtres, vous laissez entrer l'air, le souffle, le renouveau. Quand vous passez un chiffon, vous touchez la matière. Vous prenez soin du monde concret. Quand vous utilisez l'eau, vous appelez l'élément de la purification, du lâcher-prise. Quand vous rangez, vous créez du vide. Et dans ce vide, l'âme peut respirer. Il ne s'agit pas de rendre votre maison parfaite, il s'agit de la faire vibrer à votre fréquence. Le nettoyage conscient devient alors un rituel spirituel, un moment d'ancrage, de silence intérieur, de présence. Lorsque vous nettoyez avec attention, avec respect, vous ne faites pas que frotter une surface, vous honorez l'espace que vous habitez. Vous reconnaissez qu'il est un prolongement de votre monde intérieur. Et vous dites à votre psyché, « Je mérite un lieu en paix, je mérite de vivre dans la clarté. » Même si vous ne croyez en rien de spirituel, essayez un jour de nettoyer sans distraction, sans téléphone, sans musique, juste vous, l'eau, le geste. Vous sentirez une forme d'alignement, un apaisement subtil, comme si quelque part votre âme murmurait merci. Il suffit parfois d'entrer dans une pièce pour sentir immédiatement son effet sur nous. Certaines nous oppressent sans qu'on sache pourquoi. D'autres nous apaisent dès qu'on y pose le pied. Ce n'est pas un hasard. Notre environnement physique parle directement à notre système nerveux. Il influence nos émotions, notre clarté mentale, notre capacité à prendre des décisions. La science l'a confirmé. Le désordre visuel augmente le taux de cortisol, l'hormone du stress. Il surcharge le cerveau d'informations inutiles. Il rend plus difficile la concentration, la créativité, la sérénité. Mais Jung irait plus loin que la simple neurobiologie. Pour lui, le monde extérieur est l'écho de l'âme. Une pièce encombrée peut refléter un mental saturé. Un espace négligé peut trahir un manque de soin envers soi-même. Et inversement, mettre de l'ordre dans son espace peut restaurer la clarté intérieure. Ce lien est puissant, mais souvent sous-estimé. Nous vivons dans nos maisons comme dans nos pensées, parfois en paix, parfois en conflit, parfois en exil. Et chaque fois que nous remettons un peu d'ordre autour de nous, nous offrons à notre esprit un lieu où il peut respirer. Il ne s'agit pas ici de perfection ou de rigueur extrême, il s'agit d'harmonie. Créer un espace calme, c'est envoyer un message à notre inconscient. Ici, tu peux déposer tes fardeaux. Ici, tu es en sécurité. L'esprit et le lieu ne sont pas séparés. Ils dialoguent en permanence. Le désordre n'est pas seulement une affaire d'espace. Il est aussi, mais peut être surtout, une affaire de temps. Lorsque vous entrez dans une pièce encombrée, vous ne voyez pas que des objets mal rangés. Vous voyez des fragments du passé qui n'ont pas été digérés, des décisions non prises, des souvenirs suspendus, des émotions figées dans la matière. Carl Jung parlait du temps psychique, ce temps intérieur qui ne suit pas les horloges, mais la profondeur des vécus. Et dans cette temporalité invisible, le désordre peut devenir un symptôme de stagnation. Un tiroir que vous n'ouvrez plus contient peut être un moment que vous refusez de revivre. Une pile de courriers non lus peut incarner la peur de faire face à une vérité. Une boîte au fond d'un placard peut enfermer un chagrin que vous n'avez jamais vraiment pleuré. Dans le désordre, le passé s'accumule, le présent s'embrouille et le futur se fige. Ranger devient alors un acte de réconciliation avec le temps. Cela ne veut pas dire tout jeter, ni effacer, mais choisir consciemment ce que l'on garde, ce que l'on honore et ce que l'on libère. Car l'ordre n'est pas un retour en arrière, c'est un retour au présent. C'est dire « Je suis ici, maintenant, et j'ai le droit d'habiter ce moment en paix ». À chaque chose à sa place,
le temps reprend sa respiration, et vous, la vôtre. Il y a quelque chose de plus profond, de plus intime, que le simple fait de vivre dans le désordre, quelque chose qu'on ne dit pas, mais qu'on ressent, au fond du ventre, comme un secret inavouable. Peut être que je ne mérite pas un lieu en ordre. Vous avez déjà ressenti cela? Ce mélange de honte, de résignation, d'inconfort, comme si un espace rangé, propre, lumineux, n'était pas fait pour vous, comme si c'était réservé aux autres, à ceux qui vont bien, à ceux qui ont réussi, à ceux qui savent être constants. Carl Jung aurait vu là l'ombre de la faible estime de soi, un complexe profondément enraciné dans l'inconscient. Le désordre devient alors un décor qui confirme une croyance silencieuse. Je ne suis pas digne d'un bel espace. Je ne vaux pas l'effort qu'exige le soin. Ce lieu reflète ce que je crois être. Et l'on s'installe dans cette identité, non par choix conscient, mais parce que, quelque part, on a appris, souvent dans l'enfance, que l'ordre, le confort, la beauté, c'était pour les autres. Mais l'ordre n'est pas une récompense, c'est un droit de naissance. Tout être humain mérite un espace qui le soutient, un lieu qui dit « Tu es important, tu mérites le calme, tu mérites la lumière ». Reprendre soin de son environnement, même un tout petit geste par jour, c'est commencer à réécrire cette croyance de fond. Ce n'est pas seulement ranger une pièce, c'est rétablir une dignité intérieure. Et chaque fois que vous prenez soin de votre lieu, même si personne ne le voit, vous dites à votre inconscient « Je vaux l'effort ». Laura a 33 ans. Elle vit seule dans un petit appartement depuis sa séparation, il y a 2 ans. Rien de tragique, rien de spectaculaire. Juste une vie qui s'est effritée lentement jusqu'à ce que le silence prenne toute la place. Au début, elle faisait semblant de maintenir l'ordre. Elle rangeait ce qu'il fallait quand quelqu'un venait. Elle nettoyait vite sans y penser. Mais peu à peu, le désordre s'est installé comme un langage silencieux, un miroir que Laura évitait soigneusement de regarder. Le salon, autrefois vivant, est devenu un cimetière de tasses vides et de papiers éparpillés. La table basse n'accueille plus de discussions, seulement des objets oubliés. Dans la chambre, les draps ne sont plus changés depuis des semaines. Le lit est un îlot, pas un refuge. La cuisine, quant à elle, trahit une perte d'élan. Des assiettes empilées, des aliments expirés, des placards qu'elle n'ouvre plus. Et devant le miroir de la salle de bain, Laura détourne le regard. Trop de jours sans se coiffer, sans se regarder vraiment. Quant au placard d'entrée, là où sont entassées les affaires de son ex, il n'a jamais été vidé. Chaque pièce est devenue un fragment d'elle-même, cristallisé dans la matière. Chaque espace raconte une histoire qu'elle n'a pas encore osé écouter. Et pourtant, rien de ce désordre n'est une faute. Tout est signifiant, tout est symbole. Jung aurait regardé l'appartement de Laura, non pas avec jugement, mais avec attention. Il aurait vu une psyché blessée qui cherche à parler, un inconscient qui crie à travers les objets, les piles, les silences. Laura, elle, pense simplement qu'elle est fatiguée, mais en vérité, elle est submergée par une part d'elle-même qu'elle n'a pas encore rencontrée. Et c'est à ce moment précis que le chemin de transformation devient possible. Un matin, sans raison particulière, Laura se lève et regarde autour d'elle. Rien n'a changé. Le salon est toujours en désordre. La cuisine l'attend. La poussière s'est accumulée. Mais quelque chose en elle a bougé. Ce n'est pas de la motivation, ce n'est pas une décision consciente, c'est comme un frémissement intérieur, une impulsion douce, inexplicable, presque sacrée. Elle se dirige vers un coin du salon.
Là, une vieille pile de magazines. Rien d'important. Mais elle s'agenouille. Elle trie, jette, garde un seul exemplaire, essuie la surface. Et soudain, elle respire un peu plus librement. Ce petit geste, insignifiant en apparence, déclenche une onde. Elle continue, sans plan, sans pression. Elle lave une assiette, elle replie une couverture. Elle a encore du mal à regarder le reste. Mais elle est entrée dans le mouvement. Jung parlait souvent de l'importance de l'acte symbolique, de ces petits gestes qui ne sont pas rationnels, mais profondément transformateurs. Ce ne sont pas les grands bouleversements qui nous guérissent, mais les actes justes, au bon moment. En nettoyant un coin de sa maison, Laura commence à nettoyer un coin de son âme. Elle ne fuit plus, elle ne se juge plus, elle agit, lentement, avec délicatesse, et dans ce mouvement, une mémoire remonte, une larme, un sourire, un souvenir enfoui qu'elle accueille sans peur. L'ordre revient peu à peu, mais ce n'est pas un ordre rigide, imposé. C'est un ordre intérieur qui cherche sa forme à l'extérieur. Et ce mouvement, une fois déclenché, ne s'arrête plus, car ce n'est pas le nettoyage de sa maison qui la transforme. C'est le fait d'avoir osé commencer. Et si chaque pièce de votre maison n'était pas seulement un lieu physique, mais un archétype de votre monde intérieur, Carl Jung nous a enseigné que l'inconscient se structure autour d'archétypes, ces grandes formes universelles qui façonnent notre psyché, nos rêves, nos histoires. Et il se pourrait bien que votre maison tout entière soit une cartographie symbolique de votre être. Prenez votre chambre, c'est là que vous vous dénudez, que vous dormez, que vous aimez ou que vous pleurez. Elle représente votre intimité émotionnelle, vos désirs, votre rapport à la vulnérabilité. Un lit défait depuis des jours, une lumière trop forte, des murs impersonnels peuvent parler d'un lien abîmé à votre propre tendresse. Regardez votre cuisine, lieu de transformation, de feu, de nourriture. Elle incarne la capacité à digérer le monde, à nourrir ses pensées, ses projets, son corps. Une cuisine abandonnée peut symboliser un feu intérieur qui vacille, des placards vides, une sensation d'oubli de soi. La salle de bain, elle, est le lieu de la purification. On s'y lave, on s'y regarde, on y laisse tomber les masques. La négliger, c'est souvent éviter le face-à-face avec son image, avec le soin qu'on s'accorde ou qu'on se refuse. Et votre placard, il contient vos anciennes identités, ces vêtements que vous ne portez plus, ces objets oubliés, ces valises remisées, autant de versions de vous-même qui attendent d'être reconnues ou libérées, jusqu'au couloir, cet espace de transition qui peut symboliser le passage d'une étape de vie à une autre. Est-il étroit, sombre, encombré? Peut être comme votre propre transition actuelle. Explorer sa maison, c'est alors s'explorer soi-même, non pas pour corriger, mais pour comprendre, pour donner un sens au lieu, pour habiter son espace avec conscience, et ainsi transformer chaque pièce en un hôtel vivant de votre propre processus intérieur. Dans un monde où tout va vite, nettoyer est souvent vécu comme une corvée, un automatisme, une tâche à rayer d'une liste. Mais si vous arrêtiez juste un instant et que vous nettoyiez en pleine conscience, non plus pour que tout soit propre, mais pour que chaque geste devienne une méditation en mouvement, un acte de présence totale. Carl Jung nous a enseigné l'importance du dialogue entre le conscient et l'inconscient. Et parfois, ce dialogue ne se fait pas avec des mots, il se fait avec le corps, avec le rythme, avec l'attention portée à chaque geste. Essuyer une table peut devenir un acte de réconciliation. Plier un vêtement, un geste d'amour envers soi, laver un sol, une forme d'ancrage.
Ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais la qualité de votre présence pendant que vous le faites. Vous pouvez transformer votre routine de nettoyage en rituel intérieur. Avant de commencer, prenez une respiration, posez une intention. Je nettoie cet espace pour m'offrir de la clarté. Observez vos gestes. Soyez là, entièrement, comme si chaque mouvement révélait une part de vous-même. Écoutez votre corps, ce qu'il libère, ce qu'il retient. Remerciez en silence ce que vous laissez partir. Il n'est pas nécessaire d'être moine ou mystique, il suffit d'être vraiment là. Et dans cette présence, quelque chose se réaligne, la maison change. Mais vous aussi vous changez, car le nettoyage conscient n'est pas une fuite du chaos. C'est un chemin vers l'unité, un pont entre le visible et l'invisible, entre le geste et l'âme, entre la matière et la lumière. Il y a un bruit que l'on n'entend pas avec les oreilles, un bruit subtil, diffus, persistant. Il se glisse entre les objets éparpillés, entre les piles qui s'accumulent, entre les tâches reportées. Ce bruit, c'est le bruit psychique du désordre. Il ne vous réveille pas la nuit, mais il vous empêche de bien dormir. Il ne crie pas, mais il épuise. Il vous suit dans chaque pièce, dans chaque tâche non finie. Et plus le désordre augmente, plus le silence devient lourd. Carl Jung aurait appelé cela un blocage symbolique. Quand l'espace autour de vous est encombré, votre psyché l'est aussi. L'énergie ne circule plus, les pensées se figent, l'élan créateur s'assèche, et cela va bien au-delà du confort matériel. C'est la connexion à soi-même qui se brouille. Le désordre perturbe les frontières internes. Il empêche de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. Il dissout la concentration, il nourrit l'anxiété, il crée une tension invisible, constante, silencieuse, mais réelle. Et le pire, c'est qu'on s'y habitue. On apprend à vivre avec ce bruit, comme on apprend à vivre avec une douleur sourde. On oublie à quoi ressemble un esprit clair, un espace respirable, une journée légère. Mais il suffit parfois de peu pour que le calme revienne. Un seul coin désencombré, une étagère triée, une surface nettoyée avec intention, et soudain, une respiration plus profonde, une pensée plus nette, une sensation de retour à soi. Car en réalité, ce n'est pas tant l'ordre physique qui vous manque, c'est le silence intérieur qui le rend possible. Un rayon de lumière traverse la pièce. Il frappe un meuble oublié, un coin tranquille, et la poussière se met à danser. Dans ce moment suspendu, quelque chose d'essentiel se révèle. Même la poussière peut être belle lorsqu'on la regarde avec présence. Carl Jung n'a jamais méprisé les ténèbres. Pour lui, l'ombre, cette part de nous que nous rejetons, que nous ignorons, n'est pas un ennemi. Elle est une matière brute, prête à être transformée. Et que représente la poussière sinon la trace du temps, l'oubli, le silence accumulé? Elle n'est pas sale en soi, elle est ce que nous n'avons pas touché, ce que nous avons laissé là, dans l'angle mort de notre conscience. Mais lorsqu'on l'approche sans rejet, avec un geste doux, presque rituel, elle devient autre chose. Elle devient le lieu de la transmutation. Nettoyer une couche de poussière, ce n'est pas seulement frotter une surface, c'est regarder l'oubli en face, avec compassion. C'est dire « Je te vois, je ne te fuis plus, je te prends dans ma main et je te rends à la lumière. » Jung aurait vu là un acte profondément symbolique, car ce que vous transformez à l'extérieur, vous le transformez aussi en vous. La poussière, dans cette perspective, n'est plus un signe de négligence, c'est l'ombre prête à être vue, et dans la lumière, elle danse,
Elle ne disparaît pas, elle change d'état. Elle devient partie prenante de la beauté. C'est cela l'alchimie. Voir le chaos avec amour. Et à travers le geste simple, en faire une offrande à la conscience. Lorsque la maison commence à respirer à nouveau, quelque chose d'invisible se remet à circuler. Pas seulement de l'air, pas seulement de la lumière, mais la vie. Ce n'est pas une perfection visuelle que l'on atteint. Il ne s'agit pas de tout classer, de tout épurer, de tout maîtriser. Il s'agit d'harmonie. Et l'harmonie n'est pas un état figé. C'est un dialogue vivant entre le monde intérieur et le monde extérieur. Votre maison ne devient pas un décor. Elle devient une présence. Elle vous soutient. Elle vous écoute. Elle vous révèle. Carl Jung aurait dit que l'on ne guérit pas en devenant quelqu'un d'autre. On guérit en devenant pleinement soi-même. Et parfois ce retour à soi commence en remettant de l'ordre autour de soi. Quand vous commencez à faire de la place dans votre maison, vous faites de la place pour l'âme. Quand vous arrêtez de fuir le désordre, vous cessez aussi de fuir certaines parts de vous-même. Et quand vous accueillez la poussière, les objets, les coins sombres avec présence, vous réintégrez votre propre ombre. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin vrai. Et il commence là, aujourd'hui, dans le simple geste de se tourner vers ce qui est. Peut être qu'en regardant votre maison ce soir, vous ne verrez plus simplement des tâches à accomplir, mais des symboles à écouter, des blessures à honorer, des gestes à transformer en rituels. Et alors, sans bruit, votre âme et votre foyer commenceront à respirer ensemble.